Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Arié Ben-Semoun, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France, une ONG qui vise à développer les relations entre l'Union européenne, en particulier la France et Israël. Nous sommes le 7 décembre, il y a 2 mois maintenant. Israël était attaqué en son cœur, des massacres du Hamas et de Palestiniens qui ont coûté la vie à 1200 personnes dans des circonstances qui confinent à la barbarie. 2 mois plus tard, dans quel état, Arié Ben-Semoun, et Israël, comment la société israélienne d'abord a-t-elle affronté cette épreuve sans doute la plus difficile, la plus lourde depuis 1973, voire peut-être depuis la guerre d'indépendance? C'est probablement l'épreuve la plus difficile que les Israéliens aient à surmonter, et parce que ça n'est pas encore fini. Toujours revenir au 7 octobre, ça fait 60 jours, il faut le rappeler, et je pense que cette date changera pour longtemps le comportement des Israéliens, d'abord vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur histoire, vis-à-vis de leur gouvernement, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis 4 ans maintenant. Je ne dis pas simplement depuis 1 an avec les manifestations contre la réforme de la justice. Je pense qu'il faut revenir beaucoup plus loin et se rappeler que le désastre auquel nous sommes confrontés a commencé avec une grave division politique dans un pays qui ne peut pas se permettre ce luxe. Donc aujourd'hui, les Israéliens sont en guerre. Ils sont unis comme ils ne l'ont jamais été probablement. Cette unité, elle s'est réalisée de manière totalement instantanée. Dès que les Israéliens ont compris ce qui était en train de se passer dans le sud du pays, dans les kibboutz frontaliers de la bande de Gaza, eh bien, personne n'a posé la moindre question. Chacun a compris quel était son devoir, quelle était sa tâche. Mais comment faire pour que cette unité dure dans le temps? Elle va durer parce que ce que cette épreuve nous montre, c'est la résilience incroyable des Israéliens qui forment un peuple au sens le plus noble, le plus beau, le plus grand du terme, c'est-à-dire une collectivité qui assume ensemble à la fois sa mémoire, son histoire, son passé, sa culture, son présent et surtout son avenir. Les Israéliens ont beaucoup appris dans cette crise et j'espère que les décideurs politiques qui sont censés les représenter seront à la hauteur du message incroyable que la population envoie tous les jours. Qu'est-ce qui n'est plus acceptable, Arié Ben-Semoun, après le 7 octobre en Israël? Après le 7 octobre, il y a tellement de choses qui ne sont plus acceptables dans la vie politique. D'abord, toute forme de déni de la réalité, toute forme de tentative d'instrumentalisation de la vie politique à des fins, je dirais, personnelles ou à des fins de l'intérêt d'un groupe particulier contre l'intérêt général. Vous visez Benyamin Netanyahou? Je vise tout le monde en particulier, tout le monde en général et personne en particulier. Benyamin Netanyahou, qui a gouverné ce pays et qui le gouverne encore depuis presque une vingtaine d'années, porte incontestablement une lourde responsabilité. Mais vous savez, diriger, c'est porter des responsabilités pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. Mais et les assumer derrière. Et les assumer, mais ne jamais oublier, Israël c'est une démocratie, ça veut dire qu'il y a toujours un certain nombre de partis politiques qui forment des coalitions. Ces coalitions finissent par se mettre d'accord, disons, sur l'essentiel de ce qu'elles veulent faire ensemble pour gouverner le pays. C'est-à-dire que bien sûr, Netanyahou comme Premier ministre est le principal responsable, mais les autres ont aussi participé d'une certaine manière à ce qui a conduit à ce désastre. Qu'est-ce qui a conduit à ce désastre? Eh bien, tout simplement, un certain nombre de failles. Elles ne sont pas, à proprement parler, ni militaires, ni failles du renseignement, bien que la commission d'enquête viendra nous dire exactement ce qu'il en a été, dans une analyse extrêmement précise et pointilleuse de tous les éléments qui ont concouru à faire en sorte que cette brèche dans la barrière de Gaza, mais qui est une brèche finalement dans la société israélienne, a pu être possible. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment le gouvernement israélien, le peuple d'Israël, va reconstituer cette unité, pas simplement au niveau de la nation, mais au niveau du gouvernement également, au niveau de la société politique, pour peser face d'abord à nos ennemis et face à la communauté internationale. Parce que
on entend ça et là dans les commentaires qui sont faits par les journalistes, les experts ou les analystes, que d'une certaine manière, il y aurait eu une forme de complaisance du gouvernement israélien, des gouvernements successifs, avec le Hamas dans la bande de Gaza. Dès sa création dans les années 80, c'est ce qu'on entend. Oui, alors dès sa création, comme si c'était les Israéliens qui avaient créé le Hamas, comme si ce Hamas ne s'était pas imposé par lui-même au travers de l'idéologie qui le porte et de la compétition de pouvoir qui a toujours existé entre le Fatah de Yasser Arafat d'abord et de Mahmoud Abbas ensuite, de l'OLP face à ceux qui sont porteurs d'une idéologie bien différente. Les deux appartiennent à la même mouvance globalement terroriste, mais chacun avec quelques affinités particulières. Il est évident que pour ce qui est du Hamas, on a affaire là à la branche la plus radicale des frères musulmans, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas créer un État palestinien pour un État palestinien, mais ceux qui veulent transformer l'ensemble de la région comme une entité islamique de l'Oumma, avec tous les fantasmes qu'il y a derrière. Mais juste pour répondre à ça, dire que il ne faut pas oublier que la communauté internationale a joué un rôle déterminant d'une certaine manière, dans le conditionnement du comportement des Israéliens. On le voit bien aujourd'hui. Après le pogrom terrible du 7 octobre, dont on n'a pas fini de raconter les horreurs et les détails les plus pervers qui ont été malheureusement perpétrés dans ces massacres qui confinent à l'indicible. On va mettre des années à comprendre ce qui s'est passé, à entendre le témoignage de tous les rescapés, de retrouver l'histoire de toutes ces victimes-là. Quand on voit le comportement de la communauté internationale, après ce crime-là, plus horrible que tous ceux qu'on a pu connaître jusqu'à présent, on se dit que la mauvaise foi, la mauvaise conscience de la communauté internationale est quand même incroyable. Et ça signifie qu'Israël n'a plus à se soucier de l'avis de la communauté internationale ? Non, Israël doit s'en soucier parce que nous ne vivons pas sur une île déserte ou sur une île coupée du monde. Au contraire, nous, le peuple juif, nous avons vocation à être, on le dit de manière un peu pompeuse, mais il faut le regarder dans sa réalité, or la goïm, une lumière parmi les nations. Ça veut dire qu'il faut être en interaction permanente avec le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, nous n'avons pas... Et en même temps, Ben Semoun, Israël est aussi, pour citer Ehud Barak, sur lequel vous auriez certainement par ailleurs d'autres choses à nous dire, est également une villa dans la jungle. Oui, c'est une villa dans la jungle, incontestablement, mais c'est aussi, et c'est parce que c'est une villa dans la jungle, que ça doit être une lumière pour les nations. Mais ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que les Israéliens, jusqu'à présent, n'ont pas eu le choix. Vous voyez bien, personne ne souhaite que le Hamas disparaisse de la carte. Personne. Puisque la plupart des grandes puissances aujourd'hui, la communauté internationale, comme on dit, appelle à un cessez-le-feu. Mais ce cessez-le-feu, qu'est-ce qu'il nous dit exactement de l'état d'esprit du monde? Eh bien que, tout simplement, il ne faut pas éradiquer le Hamas, que l'éradication du Hamas n'est pas une priorité. Oui, Israël a le droit de se défendre, mais il est prié de ne pas le faire. Et ce que la communauté internationale s'autorise à elle-même, on l'a vu dans la guerre contre Al-Qaïda, contre l'État islamique, contre Boko Haram, contre Al-Qaïda dans la région subsaharienne, ce que les Français ont fait, eh bien Israël n'y a pas le droit. Ce double standard, c'est un marqueur très fort de ce qu'est les nouvelles formes de haine des Juifs dans le monde. Les Juifs ont été pendant des siècles les boucs émissaires de tout ce qui dysfonctionnait dans l'ensemble des sociétés dans lesquelles ils ont vécu. Aujourd'hui, certains voudraient en faire le Juif des nations au sein de la communauté internationale. Donc on voit bien qu'il y a là une malhonnêteté intellectuelle qui a du mal à dissimuler les véritables intentions de ceux qui aujourd'hui appellent à un cessez-le-feu. Est-ce qu'on a appelé au cessez-le-feu lorsque les Alliés combattaient les nazis? Est-ce qu'on a appelé au cessez-le-feu lorsque les Français, les Anglais, les Américains bombardaient Mossoul et Raqqa? Est-ce qu'on a appelé les Américains au cessez-le-feu dans la guerre contre les talibans et contre Ben Laden? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que la guerre, elle est légitime. Elle est absolument indispensable lorsqu'il s'agit de mener ce combat contre les forces obscures, les terroristes, ceux qui agressent. Est-ce que quelqu'un a appelé l'Ukraine au cessez-le-feu face à la Russie qui l'a agressé? Mais personne ne fait ça. Alors pourquoi pourquoi ce double standard? Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Eh bien tout simplement parce que cette mauvaise conscience, cette mauvaise foi, elle cache cette hostilité que le monde continue à entretenir vis-à-vis des Juifs. Elle cache aussi des intérêts économiques et diplomatiques. Même plus.
même plus. Il fut un temps où on aurait pu dire « Ah oui, la pression du lobby arabe dans le monde fait qu'on se positionne. » Mais même plus aujourd'hui. On craint une escalade dans la région, avec le Hezbollah, avec l'Iran. Mais on craint une escalade parce que cette escalade, d'une certaine manière, on la crée par son propre comportement. Mais vous savez, si au lieu de parler de cessez-le-feu, tout simplement, la communauté internationale comme un seul homme s'est élevée, peut-être pas toute la communauté internationale, mais les institutions qui comptent, les pays qui comptent, les grandes démocraties s'est élevée pour dire l'agression dont les Israéliens ont été les victimes est absolument inacceptable. Israël non seulement a le droit de se défendre, mais je ne vois même pas pourquoi on le rappelle, puisque c'est un droit qui s'applique à tous les pays du monde qui seraient dans la même situation. Donc se défendre, c'est la règle, c'est la logique, c'est la norme. Et le Hamas doit disparaître. Parce que le Hamas, ça n'est pas une institution étatique normale. C'est une organisation terroriste, que ce soit dans sa branche dite militaire ou sa branche dite politique. Et par conséquent, ce Hamas n'a aucune légitimité. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il sera demain un interlocuteur valable pour faire la paix avec les Arabes palestiniens ou la paix au Moyen-Orient de manière générale. Il ne fera jamais partie des interlocuteurs. Est-ce qu'il existe un partenaire palestinien? On parle beaucoup et de plus en plus, de manière parfois même un peu étonnante, du retour de la solution à deux États. Mais cette solution à deux États, c'est une illusion. Pour une raison très simple. C'est que les Palestiniens arabes n'en ont jamais voulu, ni pendant les accords d'Oslo, ni avant les accords d'Oslo, et ni depuis les accords d'Oslo. Cette affirmation, elle est incroyablement bien documentée. À 5 reprises déjà, cet État de Palestine, ou État palestinien, a été proposé aux Arabes de Palestine. Ils n'en ont jamais voulu parce qu'ils continuent à nourrir, d'une certaine manière, entretenu par la complaisance de la communauté internationale et d'un certain nombre de pays qui se disent alliés et amis d'Israël et qui ont un discours extrêmement ambigu. Mais juste d'un mot pour vous dire, la seule solution pour que cette guerre que le Hamas a déclarée s'arrête et qu'on puisse protéger, parce que tout le monde n'a que le mot humanitaire à la bouche, et je le comprends bien, la situation que vivent aujourd'hui les Gazaouis, elle est inacceptable, mais elle est inacceptable à cause de qui? Tout simplement à cause du Hamas qui a déclaré la guerre, à cause du Hamas qui a rompu la trêve, à cause du Hamas qui tire des missiles en permanence sur Israël, à cause du Hamas qui continue à détenir des otages. Ce qui arrive aujourd'hui aux Palestiniens, c'est d'abord et avant toute chose, la faute du Hamas. Et la communauté internationale devrait dire d'une seule voix, il faut, 1, que le Hamas dépose les armes, 2, qu'il évidemment libère tous les otages, et 3, qu'il se rende sans condition. C'est la seule solution pour que cette guerre s'arrête et que les Palestiniens civils, que l'on nous dit innocents, mais nous le savons, ils ne le sont pas tous innocents. Il est impossible, comme disait Winston Churchill à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés bombardaient Dresde, Hambourg, Berlin, etc., avec les dizaines et centaines de milliers de morts que cela a pu faire, et quand on lui posait la question, mais la guerre est finie, pourquoi? Il disait, il n'y a pas d'innocents parmi les Allemands. C'est un propos extrêmement excessif, mais personne ne peut comprendre, personne ne peut imaginer que les Allemands, que les nazis aient pu faire tout ce qu'ils ont fait pendant tellement d'années, sans qu'à un moment ou un autre, tout ou partie du peuple ait été complice. C'est la même chose pour les Palestiniens de Gaza. 600 km de tunnels, au vu et au su de tout le monde. Ça n'attire pas l'attention. Les attentats qui sont célébrés par l'ensemble des Palestiniens à chaque fois qu'ils ont lieu, ça n'attire pas l'attention de tout le monde. Ça ne fait pas de ces gens qui célèbrent, qui participent, qui soutiennent, qui sont complices. Les milliers de Palestiniens qui ont franchi la barrière qui a été détruite par les terroristes du Hamas et qui ont accompagné les troupes du terroriste du Hamas à l'intérieur du pays, des terres d'Israël. Et parmi eux, des enfants, des jeunes de 12 ans, de 14 ans, des vieillards qui sont venus pour piller, pour mener la razzia, pour faire des otages qu'ils ont gardés par la suite dans des conditions abominables. Ces gens-là, ils ne sont pas responsables. Ces gens-là sont des civils innocents, franchement. Vous y croyez, vous, à ça? Moi, je n'y crois pas. Pour autant, je ne me réjouirai jamais de voir mon ennemi à terre. Je ne me réjouirai jamais
de voir. Et d'ailleurs, il n'y a pas un Israélien qui fête ou qui célèbre la mort de qui que ce soit. Ça n'existe pas chez nous. Nous avons une conscience, nous avons une morale. Mais nous avons affaire à une société de barbares qui a commis le pire des crimes. Et ils en portent tous, d'une certaine manière, une forme de responsabilité collective. Ce qui ne veut pas dire qu'Israël est en train de se venger. Au contraire, Israël exerce la justice. Et ce que fait Israël à Gaza, aucune armée au monde ne l'a jamais fait. Comme par exemple prévenir qu'on va attaquer, quel immeuble on va attaquer, à quelle heure on va l'attaquer, pour que les gens puissent fuir. Mais qui c'est qui fuit? Les civils qui servent bien sûr de bouclier humain, et parfois de manière consentante. Pas toujours, mais parfois, il faut le dire. Mais c'est aussi les miliciens, les terroristes qui en profitent pour s'enfuir. Mais avant ça, Riyad Ben Semoun, avec le recul, on se rend compte de la manière dont le Hamas est parvenu à piéger Israël sur ses intentions. Le Washington Post révélait ainsi mardi soir que le groupe de Yahya Sinwar est allé jusqu'à livrer des informations à Israël sur le djihad islamique, son rival, il faudrait mettre des guillemets et relativiser cette manière de qualifier le djihad islamique. Est-ce que les Israéliens ont été, on dit souvent, frappés par une forme d'arrogance, mais est-ce qu'ils ont été par ailleurs parfois un peu trop naïfs sur le Hamas? C'est-à-dire que ils ont fait preuve d'une certaine forme de naïveté, tout simplement parce que ils ont voulu se convaincre qu'ils avaient réussi, par les actions qui avaient été prises, à dissuader le Hamas de mener une action de grande envergure contre Israël. Alors il y avait les épisodes traditionnels, quelques tentatives d'infiltration, quelques missiles pour donner le change, et puis les Israéliens ripostaient, mais jamais trop, pour pas que cela dégénère dans un conflit qu'on ne pourra pas maîtriser. La fameuse riposte graduée. Oui, riposte graduée, et on avait l'habitude de dire, cette formule que je ne sais pas à qui on la doit, mais elle est très explicite, les Israéliens régulièrement partaient tondre la pelouse à Gaza et revenaient, on fait du containment, ça veut dire qu'on arrive à contenir la menace du Hamas, et avec intoxiqués que nous avons été par le Qatar, qui a obtenu des Israéliens qu'ils puissent livrer 30 millions de dollars par mois dans des valises de billets qui étaient livrés aux Palestiniens du Hamas, avec cette idée qu'en faisant rentrer chaque jour entre 18 et 20 000 Palestiniens de Gaza pour venir travailler en Israël, on a vu ce qu'il en a été par la suite, puisque ces gens-là ont participé également à toute l'information qui a été nécessaire aux terroristes pour pouvoir mener les opérations que malheureusement nous connaissons contre les kibbutzim. Donc, les Israéliens se sont persuadés qu'ils avaient finalement dissuadé le Hamas de passer à l'action. Et pendant ce temps, le Hamas, avec les Iraniens, en coordination avec le Hezbollah, avec la complicité du Qatar, avec d'une certaine manière la complaisance de la communauté internationale, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la bande de Gaza, il y a plus d'humanitaires, il y a plus d'organisations internationales et de représentants, il y a plus de journalistes que nulle part ailleurs dans le monde. Et quoi ? Tous ces gens n'ont rien vu, ne savaient pas, alors qu'ils sont complices. Les écoles de l'UNRWA, les hôpitaux qui sont parrainés par l'Organisation mondiale de la santé, où on a retrouvé évidemment des caches d'armes, où on a retrouvé évidemment des centres militaires opérationnels. Des tirs de roquettes partent encore sur la ville de Beersheba, on l'a appris ce matin. Oui, mais vous savez que toute la ville de Gaza, puisque c'est devenu un système avec 500 ou 600 kilomètres de tunnels offensifs, il ne s'agit pas d'un métro pour la circulation, il ne s'agit pas d'abri pour les populations civiles, on sait bien que non. Mais à partir du moment où toute la bande de Gaza est devenue un espace militarisé, dédié, dévoué au combat contre Israël et aux actions terroristes contre Israël, toute la bande de Gaza est un territoire légitime pour l'action militaire. Donc quand les Israéliens détruisent les tunnels, qu'ils détruisent les immeubles qui abritent ces tunnels, ou qui abritent les armes, ou qui abritent les commandos, ou qui abritent les terroristes, eh bien, du point de vue du droit international dont tout le monde se gosse du matin au soir, et la Convention de Genève, et l'article 51, et tout ce que vous voudrez derrière, eh bien, tout le territoire de Gaza est un territoire légitime pour les combats. C'est-à-dire que les Israéliens ont raison, ont le droit de détruire tout ce qui doit être détruit dans la bande de Gaza, les sous-sols, les immeubles, les infrastructures. Compris en inondant, on parle beaucoup de ça ces derniers jours, les tunnels avec de l'eau de mer. Écoutez, par tous les moyens qui sont à leur disposition, les Israéliens ont le droit de mener le combat contre des infrastructures non pas civiles mais militaires. Où sont les infrastructures civiles à Gaza, puisque le Hamas est partout, puisque le Hamas a installé, encore une fois, personne n'est dupe, tout le monde le sait, tous les médecins, tous les journalistes,
tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas. Tous ont couvert les activités du Hamas, volontairement ou involontairement, par la pression, par la volonté, mais tous l'ont fait. À partir de là, le comportement que nous entendons tous les jours sur ce qui se passe à Gaza, c'est la pire des abjections. Non, la pire des abjections, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, dans les kibbutzim et à la fête de Reim et à Sderot et à Ofakim. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que ça, c'est une action terroriste, guerrière, pogromique, dont on ne peut même pas décrire l'ampleur tellement c'est gigantesque, tellement c'est affolant. Vous qualifiez d'échec la politique de containment menée par les Israéliens depuis quelques années dans la bande de Gaza. C'est pourtant visiblement la même politique d'endiguement qui continue d'être menée aujourd'hui dans le Nord face au Hezbollah. Je pense que cette stratégie-là a vécu. Vous avez remarqué qu'il y a aujourd'hui des tractations très importantes, notamment les Français qui ont une alliance particulière avec les Libanais s'en mêlent, et tant mieux si ça peut permettre d'aboutir à quelques résultats. L'enjeu est très simple. Soit le Hezbollah recule derrière le fleuve Litani, conformément à la résolution 1701 qui a été adoptée en 2006 après la Seconde Guerre du Liban, soit nous allons aller vers une dégradation de la situation parce que les Israéliens viennent de comprendre que justement cette stratégie du containment, c'était un leurre. Et que d'ailleurs, hier a été révélé des informations très précises que les Israéliens détiennent depuis déjà quelques années sur la volonté du Hezbollah d'infiltrer le nord d'Israël exactement selon les mêmes méthodes que le Hamas a utilisé. Mais est-ce qu'Israël peut se permettre d'attendre que le Hezbollah l'attaque ? Non, là nous ne sommes plus dans cette configuration. Si vous suivez, je pense que c'est le cas, les événements, il y a des tractations qui sont menées par la communauté internationale, les Français, les Américains, vis-à-vis du Hamas et également vis-à-vis des Iraniens pour leur dire vous devez reculer. Le risque aujourd'hui... Ça fait quelques mois, pour ne pas dire quelques années, qu'on demande que cette résolution 1701 soit appliquée. Sauf que là, il s'est passé quelque chose le 7 octobre auquel, évidemment... qu'on savait possible, mais qu'on pensait être totalement improbable. Donc aujourd'hui, le pire serait qu'au nord d'Israël et au sud du Liban, on se retrouve dans la situation dans laquelle on a été avec le Hamas, c'est-à-dire la même technique, un tir de barrage massif de missiles pour brouiller et pour saturer tous les systèmes de défense israéliens, et parallèlement à cela, une infiltration massive de terroristes. Une barrière de sécurité, on peut la franchir. La preuve, Mais est-ce que vous imaginez, Arieh Ben Semoun, que l'Hezbollah puisse se retirer derrière ce... Ça va dépendre. Alors, ça va dépendre du niveau de pression qui sera exercé sur le Liban, sur le Hezbollah et sur l'Iran. Je pense que cette guerre de Gaza aura eu au moins un mérite. C'est de montrer la détermination des Israéliens à se libérer de cet étau dans lequel ils sont depuis de trop nombreuses années, et que les Israéliens, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, à la fois stratégiques, politiques et diplomatiques, ont fini par croire qu'il était possible de vivre avec ça, avec cette épée de Damoclès en permanence sur la tête, en s'assurant qu'elle est bien soutenue de partout et qu'elle ne tombera pas sur la tête. Or, c'est un leurre. Ce leurre-là, il faut en sortir. Et là, il n'y a plus le choix. On sait très bien qu'Israël ne peut pas, c'est existentiel. On nous a tellement dit de fois que le combat contre les terroristes, que le combat contre les djihadistes n'était pas existentiel pour Israël parce qu'Israël avait la capacité, la force de riposter. Mais la force ne suffit pas. Il faut encore avoir le soutien de la communauté internationale pour pouvoir mener ce combat-là. Mais est-ce que ce combat peut être mené sur 2 fronts ? Il peut être mené sur 4 fronts. Si Israël en a la nécessité, et si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, villa dans la jungle, peut-être, mais un pays, une grande démocratie qui vit au cœur du monde civilisé, aussi. Et donc, on a besoin du soutien, bien sûr, des Américains, on a besoin du soutien des Européens, de la communauté internationale. Si le sud de Beyrouth est bombardé, par exemple, évidemment à côté du sud Liban, alors que Gaza l'est toujours, est-ce que vous imaginez que les Français, que même, y compris les Américains, alors que les élections présidentielles se rapprochent aux États-Unis, est-ce que vous pensez que ce soit
possible Je ne sur sais, le long, je sur ne le sais long pas terme. si c'est possible sur le long terme. Je sais simplement que si ça devenait absolument indispensable, les Israéliens seraient obligés de le faire. Obligés de le faire. Tout simplement parce qu'on ne peut pas accepter l'idée que 150 000 ou 200 000, ça dépend des estimations qui nous sont données, missiles, qui ne sont pas simplement les roquettes du Hamas qui ont beaucoup progressé. C'est plus les Qassam d'il y a une quinzaine d'années ou il y a une dizaine d'années. On a avec le Hezbollah une infrastructure militaire autrement plus sophistiquée, avec des missiles qui sont à guidage laser, qui peuvent atteindre pratiquement n'importe quelle cible en Israël, que bien sûr les systèmes de défense israéliens pourraient intercepter, mais pas en totalité. Nous le savons. Si le Hamas a été capable de tirer 10% de son arsenal de missiles le premier jour, c'est-à-dire on est avec 3000 missiles qui ont été tirés en même temps, j'étais en Israël ce jour-là, la situation, elle était terrible. Ça veut dire que, et c'est grâce à cette diversion, finalement, de ce tir de barrage de missiles, que les terroristes du Hamas ont pu s'infiltrer massivement en Israël. Alors imaginez la même chose avec un Hezbollah qui serait capable de tirer le même jour 15 000 missiles guidés contre Israël. Vous vous rendez compte de ce qui se passerait? Ce serait un désastre. Alors, évidemment, Israël serait en situation de riposter avec des moyens considérables et les conséquences que chacun de nous peut imaginer. Voilà pourquoi aujourd'hui les Français sont en Israël, voilà pourquoi les Américains mènent de grandes négociations pour que le Hezbollah recule derrière la ligne du fleuve Litani, et bien évidemment pour que les Iraniens ne compliquent pas la tâche et qu'ils donnent aussi les instructions nécessaires pour que cette guerre du Liban n'ait pas lieu alors que celle de Gaza n'est pas encore terminée. Mais vous savez quoi? Cette guerre-là, oui, certains ont dit c'est la guerre d'indépendance d'une certaine manière. C'est que tout ce qui a été repoussé depuis 75 ans, eh bien, devient la priorité du moment. Les Israéliens doivent se dégager de la pression qu'exercent sur lui ou sur eux, eh bien, toutes ces organisations terroristes, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Il ne faut pas oublier les Houthis, il ne faut pas oublier les Iraniens, il ne faut pas oublier les milices chiites en Irak et en Syrie, il ne faut pas oublier le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique. Franchement, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc cette idée qui prévalait dans la société politique israélienne, qu'on peut gérer tout ça et que tout ça peut se manager, cette idée a vécu. Et avec cette idée qui a vécu, je pense que le paradigme qui a été celui qui était porté par Benyamin Netanyahou aussi a vécu. Et Israël doit faire preuve de réalisme et sortir de toutes les formes de naïveté et d'arrogance qui font qu'on pense qu'on va s'en sortir et que tout ce petit monde peut se monitorer tranquillement et qu'on va y arriver. Non, la preuve est apportée aujourd'hui qu'on ne peut pas y arriver et qu'il est temps d'en finir avec la menace pour justement ouvrir une nouvelle page, c'est le fameux jour d'après. Mais il n'y aura de jour d'après que lorsque l'on aura éliminé la menace du Hamas, qu'on aura revivifié, comme dit Joe Biden, l'autorité palestinienne, ça veut dire en finir déjà avec tous les corrompus et tous ceux qui encouragent à la terreur, qui financent le terrorisme, qui éduquent à la haine, enfin toutes les choses qu'on a... Mais certains appellent pour remplacer Abbas à la libération de Marwan Barghouti. Non, ça c'est pas sérieux. Ceux qui appellent à la libération de Marwan Barghouti sont je dirais même pas de doux rêveurs, sont des gens qui sont vicieux dans l'âme. Il y a d'autres personnalités dans la société arabe palestinienne pour incarner peut-être un renouveau de l'autorité palestinienne et un espoir pour les Palestiniens, un espoir pour la paix. Il faudra compter, je pense, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, sur les Saoudiens. Leur intervention sera décisive. Les Saoudiens, Ariel Ben Semoun, pardon, je vous coupe, qui auraient demandé aux Américains de ne pas aller trop loin dans leur riposte aux attaques des Houthis. On sait que les Saoudiens ont accepté il y a quelques mois de normaliser leurs relations avec l'Iran, qu'ils ont engagé des pourparlers avec les Houthis au Yémen. Est-ce qu'ils ont intérêt, à moyen terme, de reprendre leurs discussions en vue d'une normalisation de leurs relations avec Israël? Ils auront un intérêt à le faire. Parce qu'il y a eu un rapprochement entre les Saoudiens et les Iraniens, mais pas une réconciliation. Les chiites et les sunnites ne peuvent pas se réconcilier. C'est contraire à tous les principes auxquels les uns et les autres sont attachés. Cette guerre qui les oppose, c'est une guerre théologique, idéologique, bien plus importante que celle qui les oppose à Israël, aux Juifs ou au monde sioniste.
Donc ça, déjà, il faut l'avoir à l'esprit. Mais les Saoudiens veulent faire baisser la température, ça c'est indéniable. Il va falloir que la température baisse de toutes les façons, mais elle ne baissera qu'à partir du moment où Israël aura éliminé toutes les menaces à ses frontières. Je rappelle qu'il y a 250 000 Israéliens qui vivent comme des réfugiés dans leur propre pays. C'est-à-dire que les villages du Nord ont été évacués, les villages du Sud ont été évacués, et la question qui est posée, à partir de quand ces personnes peuvent rentrer chez elles? À partir du moment où la menace sera éliminée. Mais pour que la menace soit éliminée au sud, il faut que le Hamas ait perdu toute capacité offensive et opérationnelle. Et pour qu'elle soit éliminée au nord, il faut que le Hezbollah ne représente plus un danger pour les populations du nord. Vous croyez que ça va prendre des mois, ça? Écoutez, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des mois. Oui, c'est une situation très compliquée parce que on voit bien que on a pris conscience du fait que les barrières, aussi sophistiquées soient-elles, ne peuvent pas arrêter des hordes de fanatiques prêtes à tout. Et qu'on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, quand on accumule autant de missiles et d'armements sophistiqués, c'est pas simplement pour les mettre sur des étagères et les regarder. Et qu'à un moment ou à un autre, la tentation de les utiliser est grande. Et qu'on sait que depuis maintenant de nombreuses années, il y a des stratégies qui ont été élaborées en coopération avec les Iraniens, en coordination avec les autres groupes terroristes pour mener contre Israël des attaques concertées. Le 7 octobre, le 7 octobre aurait pu être quelque chose d'encore plus terrible que ce que nous avons connu. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait vraiment cette coopération, cette concertation. Ça n'a pas fonctionné pour tout un tas de raisons que nous pourrons évoquer, si vous le voulez, une autre fois. Mais les Israéliens ont bien compris, et le peuple a bien compris, parce que Israël, c'est une société où c'est le peuple qui dirige quand même. Les dirigeants, ils sont là pour représenter les intérêts du peuple. Les Israéliens ont bien compris que maintenant, il faut en finir avec ceux qui menacent notre existence, parce que sinon, on ne pourra rien bâtir. Israël a atteint des niveaux incroyables. Innovation, technologie, économique, modernité. Mais on voit bien que tout ça, finalement, est menacé en permanence et vulnérable, justement parce que cette menace qui entoure le pays, eh bien, il n'est plus possible de la contenir. Elle a révélé ses véritables objectifs, sa véritable ambition. Et donc, les Israéliens vont devoir aller au bout de cette histoire. Et ils sont prêts au combat. Ils mènent cette guerre. Et je pense qu'il va falloir la mener jusqu'au bout. Dans quelles conditions, dans quel agenda, avec... Tout ça, c'est des choses qui sont en train de se décider aujourd'hui. Et peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard, Steve. Absolument. Et terminons avec cette phrase hier du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, qui disait qu'Israël n'avait pas, en tout cas ses dirigeants, n'avaient pas la légitimité pour interrompre cette guerre. Absolument. Merci beaucoup. C'est la guerre du peuple d'Israël contre ses ennemis. Merci à Reben Semoun d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Elnet France. À très bientôt sur Radio J. Hanouka Sameach.